J'ai pas envie de dire que je détestais ça, mais c'était pas loin. Bon, déjà, première leçon, y a rien de facile dans la vie. Projet. Ouais. Bon, j'aurais aimé te dire que pour le nom, il y a vraiment un vrai truc derrière. une vraie Un truc profond. Une vraie réflexion, un truc profond. Ça m'a rappelé à quel point il fallait apprendre à être reconnaissant. Il y aura toujours des gens pour parler, il y aura toujours des gens pour te décourager. Mais si tu arrives à rester focus en fait sur tes objectifs, en faisant abstraction des très mauvaises ondes, tu peux aller loin. Salut, on se connaît pas, mais ça te dit quoi, on prend un café? La personne va juste te dire non, tu vois, et c'est pas grave, la vie continue. T'es là, tout le temps à le filmer, t'es là, toi-même tu commences à essayer de parler son langage, tu vois. Alors, bonjour à tous. Nouvelle année, nouvelle tête aujourd'hui, nouvelle voix aussi dans ce nouvel épisode de Storytown. Ismaël pour vous servir et c'est avec un grand honneur que j'ai la joie du coup de vous souhaiter la bonne année et de vous adresser les meilleurs vœux pour 2025 au nom de l'équipe. Alors, nouveau concept, un peu spécial pour ce premier épisode. Notre premier invité n'est autre que notre cher host, qui est aussi le créateur de Storytown Podcast, j'ai nommé Axel. Bonjour Axel et bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Bah écoute, salut Semaine, franchement merci beaucoup, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est une première aussi bien pour toi que pour moi. Du coup franchement grave chaud et grave content qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Ok, alors du coup justement c'est ce que j'allais te demander qu'est-ce que ça fait là à chaud de te retrouver après autant d'épisodes de l'autre côté de la barrière comme ça, d'être l'invité. J'avoue, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en fait, hier, ma femme me rappelait, écoute, demain t'as enregistrement, oublie pas de commencer à réfléchir à des anecdotes, des petites histoires. Et tu dis, oui, c'est vrai, effectivement, maintenant c'est mon tour. Mais non, je pense que, comme on dit, il y a un temps pour tout. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que le podcast tourne et on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire en sorte que cette fois-ci, voilà, comme tu dis, ce soit moi. De l'autre, bon, j'ai gardé ma place, mais que je sois quand même de l'autre côté, du coup. Ça, c'est parce que c'est voilà. moi qui ai demandé. Ouais. Bah écoute, c'est un plaisir de me retrouver ici avec toi. Nous sommes là pour parler de toi, de ton parcours, de Storytown, de tout ce que ça englobe et de tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et alors, si tu permets, je vais te présenter brièvement à ta communauté. Yes. Un peu. Alors, tu t'appelles Ramboatina Razanamas Axel Andy. Tu es né en mars 96 à Swavnadjin. Tu sais, ça nous fait un point commun. Ah oui, ok. Ouais. Et tu es aujourd'hui marié avec un enfant depuis peu. On en parlera aussi dans ce podcast, t'inquiète. Et tu as aujourd'hui monté ton entreprise PGM Podcast Agency. C'est Digital Media, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Ouais, PGM, c'est l'acronyme, ouais. Qui est donc derrière cette émission Storytown. Et le premier épisode date du 2 février 2023. Je pense si c'est bien ça. C'est ça. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes sur tes réseaux près de 25 000 personnes, sans compter les plateformes de streaming qui suivent de près l'émission. 25 000, je pense, c'est surtout YouTube, IG et Facebook. C'est ça, ouais. Je sais pas si tu as un compte Twitter. On est sur TikTok aussi, mais TikTok. c'est là où peut-être la commu, faut encore la faire grandir. Ok, je pense que c'est à peu près ça. Ce qui en fait le podcast le plus suivi du pays aujourd'hui. Comment te sens-tu face à ces statistiques jusqu'ici, en regardant un peu en arrière, en repensant à tes débuts? Est-ce que tu t'y attendais? Bon, déjà, ce que je me dis aujourd'hui, l'homme en tant qu'éternel insatisfait, j'ai envie de dire, c'est pas assez. Mais non, franchement, hyper reconnaissant. Moi. C'est vrai que pour la petite histoire, moi, à la base, franchement, les réseaux, tout ça, on va dire, il y a peut-être 5 ans. J'ai pas envie de dire que je détestais ça, mais c'était pas loin. À ce point-là? Ouais, à ce point-là, ouais. Wow. Et du coup, c'est vrai, juste là, avant de venir, j'étais à Jovena et Vinci ce matin, j'ai pris un café, et un gars, il me dit, salut Axel. Et je lui dis salut. Mais en fait, je croyais que, je sais pas, on avait déjà eu peut-être, je sais pas, une réunion de travail ensemble, je sais pas. Puis lui, il prend son pain, là, je crois, ou son pain chocolat, et puis il part. Et il me dit, Axel, franchement, grand fan de ton podcast, tu vois. Punaise, bon, je suis pas une star, tu vois, mais c'est vrai que quand tu te rends compte que derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes, tu vois,
tu dis, il y a comme un bon petit bout de chemin qui a été parcouru. Il y a encore beaucoup à faire, mais franchement, hyper reconnaissant pour tous ceux qui suivent ce qu'on fait de près ou de loin, quoi. Ouais, franchement, moi je te dis, je connais du coup le podcast depuis à peu près 1 an. Tu me dis Ok. que ça fait 2 ans. Je me souviens plus du premier épisode que j'ai vu, mais franchement, c'est de la qualité, je te le dis, genre directement, tu vois. Je pense qu'il y a pas encore beaucoup, même c'est peut-être même le seul à être de cette qualité ici à Mada. Du coup, moi, grâce à ta femme, qu'on salue, voilà, Oui. j'ai pu avoir accès à ton CV. Ouais. Et avoir un aperçu de ton parcours professionnel un peu Ouais. jusqu'ici, tu nous en parleras un peu plus en détail. Ouais. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, personnellement, je te le dis, Ouais. c'est de voir que de base, donc, tu as une formation en commerce international, Ouais. tu as un master en sciences politiques, tu as travaillé aussi du côté de la présidence, j'ai vu. Oui. Tu as fait du management également, et j'en passe. Mais le gros de ton activité jusqu'à aujourd'hui tourne autour de la communication. Comme on dit, tout est communication. Mais est-ce que tu dirais du coup que c'est là ton domaine de prédilection? Est-ce que c'est l'eau de ton poisson? J'aime bien la question parce que c'est vrai que à la base, je pense pas que je me prédestinais forcément en fait à aller dans la com. Sans mentir, je pense que je suis tombé dedans, on va dire par opportunisme. Ah ouais? Je m'explique. En fait, si tu veux, il y a un jour où il y a quelqu'un qui m'approche, qui me demande est-ce que tu connais quelqu'un qui peut organiser un événement institutionnel, tout ça. Je dis non, moi je connais pas. Puis de toute façon, c'est pas mon domaine. Tu vois, je cogite, je commence à me dire, c'est quoi, mais t'as besoin de thunes. Je comprends. Écoute, ça doit pas être bien compliqué, tu vois. Puis je dis, c'est quoi, vas-y, je vais faire. Je vais faire, t'inquiète. Vas-y. Bon, déjà, première leçon, y a rien de facile dans la vie. Y a aucun métier qui est simple. Et c'est un peu comme ça où de fil en aiguille, après, voilà, je commence un peu dans l'organisation de juste 2-3 événements. Et puis après, je me suis orienté en tant que consultant. Puis après, j'ai été aussi donc directeur de la communication dans le secteur public aussi. Aujourd'hui, j'avoue, ça me parle, ça me plaît beaucoup. Peut-être là où moi je prends vraiment plaisir. Après, c'est honnêtement plus dans la conception, la création, la production de contenu, comme ce qu'on fait là aujourd'hui, on va dire, où je sens qu'après derrière il y a un impact. Moi, j'avoue, aujourd'hui, c'est ça qui me fait vibrer. Après, moi, tu vois, je sais pas si dans 20 ans, je serai toujours dans le domaine, mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, j'avoue que je pense que c'est un des domaines dans lequel je me sens bien. Ouais. Nickel. Du coup, parlons maintenant de ton aventure dans l'entrepreneuriat. Ouais. On parle de PJM Podcast Agency. Dis-moi, comment ça a démarré et quelles sont les activités, les objectifs, en quoi ça consiste, cette entreprise? En fait, c'est justement au moment où, du coup, on me parle de cette opportunité d'organiser un événement où faut une structure. Tu vois, si tu veux signer le contrat, tout ça, faut que tu aies NIF, stats, etc. C'est dans ce cadre-là que tu as créé. Ouais, donc en fait, à la base, j'avoue, on a créé la boîte pour ça. Et parmi les activités les services que moi je proposais, en vrai, je faisais un peu de tout. Et, genre, je disais, quand les gens me demandaient, tu fais quoi? Je dis, ouais, je te fais événements, je te fais consulting, je te fais rebranding, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et un jour, genre, je sais pas, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, en fait, j'étais mal à l'aise de répondre ça aux gens quand on me demandait ce que je faisais. Pourquoi? Parce que j'étais nouveau, on va dire, dans le game, on va dire, j'étais nouveau. Et moi, je suis là, je prétends pouvoir tout faire. Et je me sentais pas crédible, tu vois. Et du coup, je me dis, il faut que j'arrive à trouver ce qu'on appelle donc une niche où moi, je me sens à l'aise, où je prends du plaisir, où je suis persuadé d'apporter de la valeur. Et c'est comme ça, en fait, où au final, je me suis orienté en fait, sur le podcast. Ok, je vois. Du coup, Figital, c'est... Je sais pas, moi j'ai deviné une espèce de physique et digital. Ouais, c'est grave ça. C'est ça? Ouais, c'est grave ça. C'est grave ça. Franchement, c'est bien trouvé. Ouais. Et du coup, par rapport à Storytown Podcast, ouais. Quelle est l'histoire derrière ce nom et ce projet? Ouais. Bon, j'aurais aimé te dire que pour le nom, il y a vraiment un vrai truc derrière. un truc profond. Une vraie réflexion, un truc profond. Sans te mentir, à l'époque, je demandais aux collègues, donnez-moi des idées et je choisis. Honnêtement, c'est un truc hyper basique. Ouais, franchement, c'est simple, c'est efficace. Par contre, c'est vrai que derrière la création du podcast, c'est vrai qu'il y a une petite histoire, c'est que moi, justement,
ça faisait quelques mois déjà donc que j'étais entrepreneur, j'essayais de m'en sortir, tu vois, etc. Mais j'avoue, c'était galère. C'était galère et c'est justement une époque où j'ai commencé à pas mal consommer de podcasts. Et tu vois, genre, j'écoutais beaucoup les podcasts donc, francophones, anglophones, enfin, il y en a beaucoup. Mais j'avais un souci, c'est que j'arrivais pas, en fait, parfois à m'identifier à leur récit à eux, tu vois, parce que je pense qu'à Madagascar, c'est vrai, ben, on vit peut-être pas forcément les mêmes choses au quotidien que eux, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, là, bon, voilà, on a des problèmes, par exemple, voilà, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, par exemple. Eux, c'est plus ça leur problème là-bas, tu vois. Pas du tout. Donc, je me suis dit, ce serait bien, en fait, de créer justement un podcast où je peux échanger avec des personnes qui connaissent un peu, voilà, comment ça se passe à Madas, ce que c'est. Et comme ça permettra principalement aux jeunes de mieux s'identifier, en fait, avec ce qu'on raconte. Petite anecdote, c'est il y a un podcast, moi, que j'adore, qui s'appelle The Diary of a CEO. C'est un mec qui s'appelle Steven Bartlett, qui l'anime. Et en fait, avant de tourner le premier épisode, je me suis demandé comment moi je pourrais, tu vois, genre m'habiller, tu vois, pour me différencier, etc. Donc je me dis, peut-être je mets une écharpe, je sais pas, je mets une casquette, etc. Parce que lui, il fait ce genre de truc. Parce qu'en fait, lui, il a toujours un t-shirt noir. C'est ça sa c'est signature. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense pendant au moins les 40 premiers ou 50 premiers épisodes, bah, j'ai toujours un t-shirt noir, en fait. Parce que je me suis inspiré de lui. Ouais, je vois. Et bon, après ça, bon, donc là, ça fait peut-être 3-4 mois que je commence un peu à varier. Mais pour le coup, aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, bah, c'est moi, du coup, qui me fait interviewer, bah ouais, j'ai remis le t-shirt noir, en fait, dès début. J'aime bien, voilà. j'aime bien. Bah écoute, selon tes bios, du coup, aussi sur les réseaux, j'ai vu que tu produisais, du coup, 2 formats de vidéos. Ouais. À savoir Storytown l'interview, qui est, je pense, la plus connue et la plus fournie jusqu'ici, et Storytown Focus, c'est ça? C'est ça. Dis-nous-en un peu plus sur ces 2 perspectives. Ouais. Alors Storytown l'interview, là, donc c'est le format que généralement j'anime. Là, cette année, on va passer un cap symbolique, en fait, qui est celui du 100e épisode. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de grand pour cet épisode. En tout cas, par rapport aux guests que j'aimerais avoir, c'est vrai que bon, bah, on va dire que on est ambitieux là sur le coup. On va voir si on arrive à concrétiser ou pas. Après, Storytown Focus, c'est vrai que c'est un nouveau format. L'idée, c'est toujours en fait de créer des émissions où tu vois, genre, la personne qui regarde, à la fin, elle se dit ok, bah, j'aurais au moins appris un truc, ça m'aura motivé pour un truc, je dormirai moins bête ce soir, tu vois. Ça a un impact. C'est ça. Et en fait, Focus, ça va être une émission mensuelle. C'est pas moi qui vais la présenter, c'est première différence. C'est un jeune qui s'appelle Rintou qui va bosser avec moi. Et ça va être 6 thématiques internationales et 6 thématiques nationales. Si je dois teaser, par exemple, on parle souvent de, tu sais, quand la pluie ne tombe pas, on dit par exemple, faut créer de la pluie artificielle. Tu vois? Ok, mais du coup, en fait, comment on fait, tu vois? Genre, concrètement, c'est comment, tu vois? Genre, expliquer. C'est ça, en fait. Et par exemple, ça, c'est une des thématiques nationales qu'on va traiter, tu vois. Voilà. Ça a l'air excellent, ça avait Big Brain Time un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc de 15-20 minutes, tu vois, un peu, un truc genre face cam, voilà. Non, franchement, ça promet. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de ça aussi ici à Mada, je trouve. Ça m'a l'air d'être un excellent projet. On a hâte de voir ça. C'est ça. C'est pour très bientôt. Nickel. Du coup, tu entames aussi donc la 7e saison. Là, j'ai vu sur tes réseaux aussi de ton émission avec cet épisode, je crois. J'ai vu aussi que tu as 153 vidéos à ton actif sur ta chaîne YouTube, Storytown Podcast. Tu m'as dit que tu allais passer du coup le cap des 100 épisodes. Ouais, c'est ça, 100 personnes interviewées, du coup. Justement, j'allais demander combien d'invités tu as reçus. Tu me dis, ça fait... Là, on a eu 61 personnes. 61 personnes, ok. Et du coup, j'imagine qu'ils avaient tous, chacun un peu leur importance, bien sûr, mais de tous les épisodes que tu as tournés, de tous les invités que tu as rencontrés, les histoires que tu as entendues, laquelle jusqu'ici t'a le plus marqué d'une façon ou d'une autre, si tu devais en choisir une? Sans offense pour les invités, bien sûr. Ouais, en fait, justement, c'est un peu... Bon, allez, c'est vrai que c'est pas
comparable dans le sens où, bon là j'ai un peu exagéré la chose, mais c'est comme si tu demandes, t'as plusieurs enfants et on te demande tu préfères lequel, tu vois. Bon, je dis pas que mes anciens invités sont mes enfants, mais pour dire qu'il y a quand même une forte attache quand même auprès de chacun des invités qui est passé. J'ai beaucoup de respect pour chacune de leurs histoires. Mais toi, je veux dire, toi, personnellement, en tant qu'homme, genre, est-ce qu'il y en a... enfin, c'est pas est-ce qu'il y en a, mais lequel t'as vraiment à apporter... Enfin, je dis pas que les autres n'ont pas apporté, tu vois, mais lequel tu t'en souviens direct quand tu penses Storytown Podcast. C'est grave chaud et en plus, je me suis dit, si la question vient, là, je vais être en galère. En fait, je vais diviser en deux, en trois même, je dirais. Côté entrepreneuriat, je pense que c'est un gars qui s'appelle Nirin, que j'ai eu, qui m'a beaucoup inspiré de par sa vision de l'entrepreneuriat. Un truc, c'est vrai, qui m'a marqué, qu'il a dit. Alors, je dirais Nirin et Mange. Nirin, parce que c'est vrai que dans sa vision de l'entrepreneuriat, il l'a dit vraiment ouvertement. Il a dit, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une boîte, qui crée de la valeur avec sa boîte, et qui ensuite la revend. Je trouve que c'était une vision, c'est vrai, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que c'était une vision, je trouvais sympa de voir les choses. Mange, j'ai beaucoup aimé son histoire aussi parce que lui, il a étudié, enfin en tout cas, au moins jusqu'à son bac, il était ici à Mada. Et ensuite, il est parti avec très peu en poche en Suisse, où il a monté sa start-up et qu'il a revendu il n'y a pas très longtemps. Tu vois, donc bon, il a monté. Il y a des gars qui montent des trucs, tu vois, mais lui, il a monté un truc quand même en Suisse. Qu'il a réussi à revendre derrière, et franchement je trouve ça aussi incroyable. Après, je pense le dernier épisode en tout cas de la saison 6 qu'on a enregistré avec Latch, en fait c'est que pour l'histoire, en fait Latch elle est née avec un handicap physique, et surtout principalement aussi au niveau des mains notamment, et aussi au niveau d'une de ses jambes. Et je trouvais son parcours très inspirant parce que ça m'a rappelé à quel point il fallait apprendre à être reconnaissant. Qu'on soit là, qu'on soit en bonne santé. Ça peut paraître banal parce qu'on prend ça pour acquis, effectivement, tu vois, parce que bon, tu te lèves tous les jours, voilà, bon, tout est là, et puis ça va, tu vois. Je comprends. Mais elle a quand même dû surmonter le regard des autres, le fait que on ne donne pas accès à des opportunités professionnelles justement à cause de ces handicaps-là. Et moi, franchement, je salue ça, je salue la persévérance et la force de caractère. Et troisième point, bah bon, je peux pas trop en dire, mais ce sont en fait, il y a 2 épisodes qu'on a tourné déjà pour cette saison 7, où j'ai eu énormément de valeur. Une phrase, une anecdote que un des invités racontait, c'était dans la vie, il faut savoir être persévérant. Et pour ça, en fait, il raconte une petite histoire. En fait, il y avait genre une course de grenouilles. De quoi? De grenouilles. De grenouilles. Des grenouilles. Les frogs, des grenouilles. Et il y avait une grenouille qui semblait être un peu d'apparence un peu plus faible que les autres, tu vois. Et les gens disaient, de toute façon, cette grenouille-là, elle va pas y arriver, elle va aller nulle part, tu vois. Et au final, cette grenouille gagne la course. Et là, en fait, les gens se sont demandé, mais comment ça se fait, tu vois, et tout. Et ils se sont aperçus que la grenouille était sourde. Une des morales, enfin, que moi j'ai tiré de cette histoire, c'est de dire, effectivement, il y aura toujours des gens pour parler, il y aura toujours des gens pour te décourager, mais si tu arrives à rester focus, en fait, sur tes objectifs, en faisant abstraction des très mauvaises ondes, tu peux aller loin. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Franchement, moi, je te dis, c'est aussi une de mes manières de fonctionner. Ouais. C'est toujours ça. Que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, les gens auront toujours un avis, tu vois. C'est un truc de ouf. Donc, autant que ton avis sur toi-même aussi compte, tu vois. Et j'ai même envie de dire, compte un petit peu plus, sans tomber dans l'arrogance, bien sûr. Ouais, on est raccord là-dessus. On est alignés. Ouais, parce que franchement, après, ça te bloque, ça te paralyse, et parce que les gens projettent leur peur sur toi. C'est souvent ça, en fait. Ouais. Par exemple, quand tu t'es lancé dans la musique, il y a des gens dans ton entourage qui t'ont dit... faut toujours commencer quelque part, tu vois. Voilà, il faut pas avoir peur de commencer petit. Ça, on le dit. Je le dis souvent aux jeunes. Je suis sûr que c'est aussi un de tes messages. Ouais, vraiment. Bon, pour moi, c'est vraiment voilà. Et justement, en parlant de ça, du coup, d'après
toi, d'après toi, et les commentaires que tu as pu lire sur tes vidéos jusqu'ici, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que les gens apprécient l'émission? Qu'est-ce qu'ils aiment dans Storytime Podcast? Je pense que, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit à chacun de mes invités. Je leur dis, écoutez, bon, l'objectif du podcast, c'est d'avoir des discussions aussi honnêtes que possible. Je comprends bien, vous allez peut-être pas venir et me révéler vous avez combien dans votre compte en banque, tu vois. Ok, il y a pas de souci, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment, étant donné qu'on a un public principalement jeune, c'est vraiment de dire, en tout cas par rapport au parcours de chacun, certaines vérités aux jeunes. Tu vois, par exemple, un des trucs que moi je trouve qu'il est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on idéalise beaucoup le fait d'être entrepreneur. Vous savez que pour certains, c'est genre le Saint Graal. C'est vrai. Alors que être entrepreneur, c'est une vraie galère. C'est une grosse galère, franchement. Et ça, je pense, on le dit pas assez, tu vois. Par exemple, pour en tout cas, les invités qui étaient entrepreneurs, ça, je trouve ça important, tu vois, de dire ces choses-là. Je pense un point commun qu'il y a avec tous les invités, c'est que il y a certaines des choses qu'ils ont vécues qui permettent à certaines personnes de l'audience, en fait, de s'identifier, tu vois. Genre, certains défis, ça peut être certains succès aussi, mais je pense que c'est surtout certains défis auxquels les personnes ont fait face, les invités ont fait face, où les gens, quand ils écoutent, ils disent « Ouais, c'est vrai, mais tu sais, je suis en train de passer par une épreuve comme ça, ou par exemple, je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi faire de ma vie. » Et effectivement, là, il y a le fait que j'entende cette personne qui semble avoir commencé à y réussir, on va dire, ça me rassure et ça m'encourage, tu vois. Et ça, je pense que ouais, c'est une des choses, je pense, qui fait que Storytime aujourd'hui grandit petit à petit. On va pas dire que ça y est, on y est, mais en tout cas, on grandit petit à petit, ouais. Après, justement, ce que toi, tu es déjà en train de faire, ça ne peut que aller de l'avant, tu vois. Du coup, on va parler podcast justement en tant qu'animateur de Storytime et dirigeant de PGM Podcast Agency. Quels yeux as-tu donc sur le monde des podcasts à Madagascar? Car je pense que ça s'inscrit encore, on va dire, dans les domaines qu'on peut qualifier de nouveaux pour les Malgaches, les Malagasy. Vous n'êtes pas encore nombreux à ma connaissance, mais qu'en penses-tu? Comment ça se présente? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour ça ici? Quels pourraient être les obstacles que tu as peut-être pu déjà rencontrer et qui peuvent encore survenir pour ceux qui aimeraient se lancer dedans? C'est vrai qu'avant de lancer le podcast, j'ai eu une petite réflexion et je me suis dit, ok, pourquoi le podcast pourrait éventuellement percer un jour à Mada, tu vois. Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est vrai que bon, quand tu investis dans quelque chose, t'espères quand même qu'à un moment ça va les retours sur investissement au moins, tu vois. En fait, j'ai regardé de manière assez générale la manière dont nous on consomme les médias ici à Mada, tu vois. Et généralement, ça s'inspire beaucoup avec un certain décalage de comment les personnes en Europe consomment les médias, tu vois. Et je me suis demandé, ok, mais les personnes qui sont en Europe, du coup, eux, d'où ils s'inspirent? Et généralement, c'est des États-Unis, tu vois. Et donc maintenant, je fais chemin sans inverse, je me dis, ok, le podcast aux États-Unis, ça, c'est bon, ça a déjà explosé, c'est déjà un truc mainstream, il y a rien à dire là-dessus, tu vois. Je pense d'ailleurs, si tu regardes les dernières élections aux US, le président Trump, par exemple, lui, je crois il a dû faire au moins une douzaine de podcasts pendant la campagne, tu vois. En France, en Europe, en général, ça va, ça commence à bien prendre. Je pense que les gens savent au moins ce que c'est et ils arrivent peut-être à identifier un ou deux, tu vois. Ah bah là, c'est vrai que, bon, quand on s'est lancé, alors, il y avait un podcast qui essaie déjà, en tout cas, qui, on va dire, était assez régulier et sérieux dans sa démarche. C'est Malabar, qui est animé par Saint-Match, mais aujourd'hui, elle est basée à Barcelone. Je connais pas du tout. Mais... Et donc, je me suis dit, ok, donc ici, ça n'a pas encore pris du tout. Bah, avec les moyens qu'on a, on va essayer j'ai pas envie de dire lancer la traîne, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que le podcast soit un peu plus connu à Mada. Aujourd'hui, je pense qu'il manque pour que ça prenne vraiment, c'est tout simplement en fait le nombre de podcasteurs. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai pas envie d'être le seul, tu vois. J'ai pas envie d'être le seul gars. Genre, on dit podcast et ah ouais, c'est Axel là, le mec qui est tout seul là sur son marché. Tu vois. Non, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, j'ai envie que il y ait des centaines, des milliers de podcasts qui se créent parce que je pense qu'il y a de la place pour tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris un format assez général, on va dire, tu vois, parce que l'idée c'était de pouvoir rassembler un maximum de gens autour.
Mais demain, tu peux créer un podcast, tu vois, sur les plantes, tu vois, c'est ton kiff, sur la musique, sur la maternité, par exemple, il y a plein de choses à faire, tu vois. Et moi, c'est ça, j'ai vraiment envie d'encourager les gens à y aller. Et pour les encourager, je vais partager peut-être aussi une des raisons, on va dire, un peu égoïstes qui ont fait que j'ai créé en fait Storytown. C'est que j'étais à un point de ma vie aussi où je me disais, où je me suis dit, Axel, aujourd'hui, je sais pas, tu rencontres pas cette personne, ton réseau, il est pas là, tu vois. Et genre, j'étais pleinement conscient, j'ai dit non, il est pas là. Et je me suis dit, bon, si je vais contacter les gens, tu vois, genre en DM ou envoyer un message sur LinkedIn et dire, salut, on se connaît pas, mais ça te dit pas, on prend un café? Ouais. Il y a peu de chances que, tu vois, au mieux, je me fais bloquer, tu vois. Ouais, c'est difficile de faire ça. Voilà, c'est ça. Alors que si jamais je viens et je dis, écoute, voilà, j'ai un podcast, etc. Est-ce que ça t'intéresse de venir et on discute, tu vois? T'as déjà plus de chances, tu vois. Et moi, franchement, honnêtement, je suis grave content de cette démarche. Franchement, j'avoue, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes que j'aurais pas pu rencontrer si j'avais pas lancé le podcast. Et pour rassurer les personnes si un jour ils souhaitent se lancer, au début, ouais, tu vas peut-être demander à un tel ou un tel, vas-y, tu veux pas venir, et la personne va peut-être te dire non. Mais c'est tout, la personne va juste te dire non, tu vois, et c'est pas grave, la vie continue, Ouais, tu vois. la peur du rejet, je comprends. C'est ça, voilà. Donc, voilà, je pense aujourd'hui, moi je pense pour que ça prenne, il faut plus de podcasters. Ouais. Je comprends. Du coup, tu m'as déjà dit un peu tout à l'heure que tu étais un amateur, un grand amateur de podcast. J'ai envie de te demander, genre, qu'est-ce que tu écoutes le plus comme sujet de podcast? Tu m'as déjà parlé un peu tout à l'heure. Tu as quelqu'un? Ouais, c'était Diary of a CEO. Ouais, Steven Bartlett. Ouais. Du coup, parle-nous un peu de ça. Quels sont tes modèles en termes de podcast? Ouais. Alors, je reviens pas sur Diary of a CEO. Il y a un gars aussi qui s'appelle Jay Shetty, qui a un podcast qui est un peu dans le même style que celui de Steven Bartlett. Après, c'est des gars, tu vois, bon, aujourd'hui, ils ont une énorme visibilité parce qu'ils arrivent à avoir des guests comme Michelle Obama, Tom Holland, enfin, bon, tu vois. Mais j'aime bien parce que ce sont des discussions profondes, tu vois, des deep talk, comme on dit en anglais, tu vois. Après, il y a un autre podcast qui s'appelle Colin and Samir. Ce sont deux gars, mais eux qui sont concentrés uniquement sur la creator economy, enfin, sur tout ce qui est création de contenu. Eux, ils ont des discussions avec les gars comme, par exemple, MrBeast, par exemple, voilà, où ils parlent de genre, comment t'as monté ton business, comment ton business fonctionne, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et à part ce genre de podcast-là, j'écoute aussi pas mal il y a le podcast du Monde, enfin le Monde, donc c'est un quotidien quotidien français. Et il y a aussi Le Point, qui est aussi un média français. Ils ont un podcast qui s'appelle La Story, que j'aime beaucoup. Ah, dernier truc hyper intéressant, franchement, c'est la manière dont ils ont fait ça. Ça s'appelle... Ah ouais, je suis pas crédible. Attends, j'ai dit que c'est super bien, mais je me rappelle plus du nom. Je pense que c'est genre guerre de business, un truc comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que genre, ils te parlent, par exemple, de la rivalité entre, par exemple, Louis Vuitton et Gucci, par exemple. Mais ils te le racontent comme si c'était une histoire. C'est pas un interview comme ça, en fait, mais c'est genre, il y a un narrateur qui dit 1980, dans les locaux de Louis Vuitton à Paris, son fondateur est en colère. Et puis là, il y a vraiment genre des acteurs qui sont là, qui incarnent voilà, la personne, les discussions, tu vois. Et je trouve ça grave stylé. Voilà un peu moi ce que j'écoute en ce moment. Franchement, c'est stylé. Moi, je te dis, enfin, question podcast, j'en ai écouté quelques-uns, surtout sur Spotify. J'en vois aussi passer sur les réseaux TikTok, tout ça, des extraits. Ouais. Mais franchement, c'est un domaine très honnête, justement. Et je trouve que ça, tu le retranscris déjà très bien ici à Mada. Et pour continuer dans cette voie-là, j'ai envie de te demander, du coup, si tu as des conseils spécifiques, concrets, pour des jeunes ou ceux qui aimeraient juste se lancer dans la création de contenu et en l'occurrence, le podcast ici à Madagascar. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, c'est vrai que, bon, en tout cas pour ceux qui nous suivent un petit peu, tu vois, ils voient... Bon, ils disent, ah, c'est vrai, les micros, ils ont l'air sympas, on dirait, le setup. Ils sont très sympas. Je connais. Voilà. Voilà. Bon, voilà, on a la chance d'avoir
de pouvoir filmer le podcast avec un appareil, voilà, qui est correct, il y a des éclairages et tout. Bon, j'ai pas envie que vous vous dites, il nous faut ça pour commencer. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est juste, une fois que tu as identifié une passion pour un domaine, tu fais une liste de 15 personnes. En tout cas, si tu veux un format interview, tu fais une liste de 15 personnes qui sont dans ce domaine-là, qui t'intéressent, et go, tu les contactes juste. Oui, les gens sont occupés, mais les gens, je pense, dans le fond, les gens sont, pour la plupart en tout cas, sont gentils. Tu vois, les gens, voilà, ils vont au moins lire ton message. Au pire, ils te mettent un vu, comme j'ai dit, sinon, au pire, ils te disent non. Mais si jamais, et ça, c'est un autre conseil, vraiment spécialise-toi sur une thématique bien spécifique. Et là, les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est vraiment avec grand plaisir, je suis sûr qu'ils partageront avec toi, tu vois, parce que ça les passionne aussi, tu vois. Voilà, Donc, entre exactement. passionnés, c'est beaucoup plus facile. Ouais, tu vois. on va dire ça aime parler de son domaine, ça aime parler de soi en général. C'est ça. Donc, qu'on s'intéresse à toi aussi, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça, bien sûr, exactement. Je pense que l'humain, tu vois, oui, il reçoit un message et il reçoit une invitation à travers de ce message. Bon, l'ego en toi est un minimum flatté, tu Voilà. vois, je dis pas haut et fort, mais oui, tu te dis, ah, putain, ça a fait ma journée, ça, tu vois, en fait, il y a des gens qui me considèrent, tu vois, et ça fait toujours plaisir. Alors du coup, parlons maintenant d'autres choses. Mhm. À part les podcasts, j'ai envie de te demander quels sont tes autres centres d'intérêt, tes passions dans la vie. Ouais. Il y a ta femme qui m'a dit que tu as commencé le padel, Ouais. par exemple. Ouais, carrément, ouais. Mhm. Bah, Vas-y. par exemple, c'est que donc c'est un sport que je crois que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans, je crois déjà. Ouais, ça Ah passe ouais. vite. Ouais. Moi, franchement, j'entends parler du padel que depuis très récemment, peut-être Ouais. un an et tout. Ouais. Bah, en fait, bon, c'est vrai que c'est pas encore un sport aussi, encore une fois, mainstream. Mhm. Donc ça a commencé. Bon, j'avoue, je sais pas, c'est peut-être arrivé à Madrid il y a peut-être 5 ans, 6 ans. À l'époque, moi aussi, j'avais jamais entendu parler. Mhm. Et là, j'ai un pote et mon cousin, ils me disent, ouais, il y a un truc et tout, padel, c'est sympa et tout, viens. Mhm. Bon. Tu vois, j'avoue, la première fois, j'étais pas très déter, mais bon, je me disais, vas-y, on va tester. Franchement, c'est pas mal. C'est... Le truc est addictif. Franchement, c'est... Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, c'est un sport qui joue à 4. Mhm. Donc déjà, rien que de par ce fait-là, il y a quand même... Tu sens que c'est un sport où il y a de l'interaction, tu vois, où il y a vraiment un côté humain qui est fort. Le terrain est pas très grand. C'est pas comme si tu fais du foot sur un vrai grand terrain officiel, où là, ton pote, il est à 15 mètres de toi, tu vois, donc si tu veux lui parler, il faut crier. Ouais. Là, c'est vraiment pas mal. Donc ça, ouais, ça c'est vraiment une passion que j'espère, que j'ai vraiment envie de continuer pour cette année 2025. Mais je pense que en tout cas, une des plus grandes passions que j'ai aujourd'hui, et je l'ai depuis, je pense que je suis ado, c'est tout ce qui tourne autour de la politique. Ça me fascine, ça me passionne depuis que je suis adolescent, vraiment. Alors oui, pour ceux qui sont déjà passés dans le podcast, pour mes invités, c'est vrai que dans le briefing, on dit qu'on parle pas de politique. Ouais, il m'a dit ça. Du coup, là, parce que moi, j'avais des questions pour ça, mais je me suis retenu. Bon, là, toi et moi, je suis choqué pour qu'on en parle, tu vois, mais c'est vrai que généralement, en fait, j'évite d'en parler avec mes invités parce que, Non, ça se comprend. bon, je comprends que c'est un sujet sensible, tu vois, et où j'ai pas envie de mettre des personnes éventuellement mal à l'aise par rapport à ça. Mais moi, en tout cas, si c'est pour parler de mon parcours, du peu que j'ai pu voir, et du peu que je connaisse dedans, moi, je suis open. Mais du coup, enfin, on va pas en parler tant que ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans la politique? Est-ce que c'est plus le côté genre gestion d'un pays? Après, c'est peut-être l'ensemble, je sais pas. Je pense que le premier contact que j'ai eu avec la politique, c'est au travers des récits de ma grand-mère et de ma mère qui me parlaient de mon grand-père que j'ai pas connu, qui lui était assez impliqué dedans à l'époque. Mais après, c'est quand j'étais adolescent que je commençais vraiment à être sensible et à réaliser en fait que il y avait des personnes qui avaient la vie dure. Autrement, les personnes qui vivent dans la rue, par exemple, tu vois, les personnes qui ont pas de job et tout. Situation précaire. C'est ça. Je me suis dit, en fait, que moi je suis persuadé qu'avec, au travers de la politique, au travers de l'action publique, en fait, on peut faire quelque chose. Quelque chose doit être fait, quelque chose peut être fait, et moi, j'ai envie d'y contribuer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, selon toi, d'après ta vision de la politique et tout ça,
comment tu trouves la politique à Madame? Même si, moi, j'ai envie de dire que les Malgaches, aujourd'hui, on a tous un point de vue assez mitigé, on va dire, sur la politique du pays. On parle pas de celui qui est en place maintenant, mais genre... ouais, genre globalement, le ressenti des gens, en fait, vis-à-vis de la politique, on va dire, et en tout cas, ils ont envie de prendre leur distance vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Bah, moi, tu vois, genre, moi, je suis... avant que j'ai ma première expérience dans l'administration publique, j'ai toujours dit aux personnes, en tout cas à l'époque, donc quand j'étais... depuis que j'ai 14 ans jusqu'à ce que j'ai... je sais plus j'avais quel âge quand j'ai eu ma première expérience, peut-être 22, 23 ans. Je disais, ok, t'es pas d'accord avec telle chose ou tu trouves que on peut faire mieux dans ce domaine-là. D'accord. Et maintenant, si je te pose la question, toi, du coup, tu fais quoi pour ces domaines-là aujourd'hui? C'est le raisonnement que j'avais à l'époque. Ensuite vient ma première expérience. Déjà, avant que j'ai ma première expérience, c'est vrai que beaucoup de gens me disaient non, mais tu sais, tu vas juste être là à garder le bureau. Tu vois, en gros, genre, moi, je rentre dans l'administration publique. Moi, très honnêtement, c'est vraiment moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti avec les personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu travailler. Vraiment, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, beaucoup de gens compétents et beaucoup de bosseurs dans l'administration. Moi, je te dis, par exemple, le peu de temps où, lors de ma dernière expérience dans l'administration publique, quand j'étais directeur de la communication, moi, je quitte la maison à 6h30 et je rentre à la maison à 21 heures, tu vois. Et là où j'étais, j'étais pas une exception, tu vois. J'étais pas une exception et il y avait vraiment des choses à faire, tu vois. On faisait vraiment les choses. Moi, mon souhait, juste, c'est vraiment que on sait, la jeunesse, c'est l'avenir du pays, dans peu importe les domaines, que ce soit politique ou économique ou social. J'ai envie que petit à petit, à voir comment, mais ils retrouvent espoir et qu'ils se disent, ok, en fait, c'est vrai qu'au travers de la politique, il y a vraiment moyen de faire développer Madrid, de faire en sorte en fait que tous nos compatriotes, tu vois, ils puissent avoir tous un niveau de vie décent. Je suis d'accord. Je trouve que c'est important de dire ça aussi parce que, comme on le disait, aujourd'hui, la vision des gens, des jeunes sur la politique, c'est très... Il y a que des travailleurs fantômes, ils foutent rien dans les bureaux et tout. Ouais. Mais voilà, en fait, moi aussi, je suis convaincu qu'il y a des bonnes personnes, bien sûr, dedans, mais que, justement, elles font pas de bruit, tu vois. Parce qu'ils travaillent. Voilà, ce sont ceux qui travaillent pas qui sont bruyants et qui ont de la visibilité, tu vois. Je vois, mais vraiment, moi, et peut-être, hein, je pense que les médias aussi ont un rôle à jouer. C'est vrai. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup, un truc que j'aimerais voir, tu vois, c'est, par exemple, une émission qui t'explique très clairement, par exemple, je sais pas, comment fonctionne un pays, comment on finance les projets, genre, même, bon, ça fait un peu à voir si, par rapport à l'image, c'est ok ou pas, mais tu vois, j'ai un truc genre, day in the life, enfin, une journée dans la vie d'un responsable étatique, ou d'un élu, tu vois. Bon, moi-même, c'est des trucs que je vois à l'étranger, genre, j'ai vu, par exemple, des gars comme Gaspard G ou un autre gars qui s'appelle, je crois, Ludovic sur YouTube, ils font des journées, par exemple, avec le Premier ministre à l'époque en France, par exemple, c'était Édouard Philippe. Tu vois, genre, ils font des trucs, une journée à la Maison Blanche, ce genre de choses. Et tu vois, ça permet aux gens, je pense aussi, après, de mieux cerner et de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe et de voir que, voilà, il faut pas perdre espoir parce qu'il y a vraiment, voilà, des choses qui font des gens qui ont vraiment envie d'y aller à fond. Parce que ce qui serait triste, en fait, c'est que les jeunes perdent espoir et qu'après, du coup, ils disent, ouais, vas-y, c'est quoi, j'ai même pas envie de m'engager. Tu vois. Alors que si on s'engage pas, qui c'est qui va le faire, tu vois. Et après, on sera, au final, quand on aura 40, 50 ans, on sera là à se dire, ah ouais, au final, on aurait peut-être dû parce que, voilà. On va contempler les fruits de notre... Exactement, du fait qu'on soit inactif, quoi, voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. exactement. Voilà, c'est ça. C'est ouf. Maintenant, parlons, j'ai envie de ta vie personnelle. Oui. Comme on l'a dit, tu es maintenant depuis environ 9 mois, on m'a dit, devenu papa d'un petit garçon. Parlons-en un peu d'homme à homme, tu vois, de comment tu as accueilli la nouvelle, comment tu vis l'expérience jusqu'ici, et qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta manière de voir ou de
prévoir la vie, on va dire. Déjà, moi, c'est vrai que je pense depuis que... Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 29 ans, mais je pense que depuis que j'ai au moins, je pense, 24 ans, 25 ans, j'avais toujours en moi vraiment cette envie de devenir papa, tu vois. Ça a toujours été clair pour moi. Bon, bien sûr, si ma femme était ok, si mon Dieu voulait bien m'accorder un enfant, moi je voulais vraiment en avoir. Déjà, première chose, c'est que quand le petit vient au monde, moi à ce moment-là, j'ai jamais tenu de bébé dans mes mains. J'ai jamais voulu tenir de bébé dans mes mains parce que je trouvais que c'était très fragile. C'est ça, tu te dis, ah mais là si je fais un mauvais mouvement, là je vais avoir des problèmes avec ses parents, tu vois. Donc déjà, première galère, c'était juste de le tenir dans mes bras, c'était la première galère. Mais avant même de le tenir dans mes bras, c'est vrai que ça c'est un truc, à la base je suis pas quelqu'un, tu vois, en tout cas quand je ressens des émotions très fortes, qu'elles soient négatives ou positives, je suis pas du genre à l'extérioriser. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand il se passe un grand truc, je suis là, voilà, et puis c'est cool, tu vois. Ou si c'est quelque chose de triste, bon, voilà. Mais là, j'avoue, sans mentir, et sans aucune honte, hein, franchement, quand le petit est venu au monde, j'avoue, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je sais pas, c'est peut-être le fait de voir, voilà, la beauté de la nature, voir un petit être venir au monde comme ça. J'avoue, ça m'a pas mal bouleversé, ça m'a pas mal touché, franchement. Après, première nuit, déjà, donc, première fois que je le porte, je galère. Je sais pas comment il faut mettre les bras, etc. Première nuit qu'on est à la clinique, je sais pas changer une couche. Je suis là sur YouTube la nuit, parce que ma femme se repose, donc tu vois, toi t'es de garde, donc quand il faut jouer le petit, je suis là sur YouTube. Comment on fait là? Et je crois, même la première fois, j'ai dû mettre à l'envers, je crois. Mais quand tu deviens papa, forcément, il y a beaucoup de choses qui changent. Je vais même pas parler des nuits de sommeil, tout ça, tu vois, genre... mais c'est effectivement dans la manière de percevoir la vie. Déjà, je pense que tu as un rapport au temps qui est différent. Parce que je pense que quand tu deviens parent, le temps passe beaucoup plus vite. En tout cas, tu as cette impression que le temps passe plus vite. Parce que tu vois ton petit grandir à une vitesse folle, surtout quand l'enfant est en bas âge. Il y a beaucoup de changements qui se font, tu vois, les cheveux qui poussent, les premières dents, ils commencent à marcher, etc. Donc ton rapport au temps est différent. Mais il y a une chose dans laquelle, après, il y a un aspect de ma vie, par contre, qui a été renforcé avec la venue du petit garçon. C'est le fait que je suis d'autant plus motivé à m'engager pour Mada. Parce que aujourd'hui, je sais que effectivement, quand j'ai quitté ce monde, parce que voilà, on n'est pas éternel, on est tous de passage, le petit, lui, il sera encore là. Et c'est qu'est-ce que je lui laisse, qu'est-ce que j'aurais fait en fait pour que l'environnement dans lequel lui et sa descendance vont grandir aurait été mieux grâce à la petite brique que j'aurais pu apporter, tu vois, à mon niveau. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment les deux aspects qui m'ont marqué. Ah oui, effectivement, c'est vrai que au début, j'avoue, j'étais pas très tu vois, genre par exemple quand le petit, une fois qu'on était de retour à la maison, tu vois, etc. Le petit, c'est vrai, il fallait quand par exemple il faut le changer, tu vois, il faut changer la couche. C'est vrai que pendant quelques temps, je me réveillais aussi la nuit, mais je me réveillais en fait pour, on va dire, pour encourager ma femme, tu vois. Mais je le faisais pas en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc par contre que je fais maintenant. Pour encourager comment? Genre en fait, tu vois, pour pas qu'elle me regarde après, tu vois, et qu'elle se dise, purée, je suis en train de changer la couche là du petit, lui et là il dort, tu vois. Mais au moins je me réveille un peu, tu vois, et genre je suis là, tu vois. Je suis là avec toi. Voilà, c'est ça, tu vois. En soutien. Force, tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que depuis avec le temps et bon, on a discuté et puis j'ai eu aussi une prise de conscience, c'est voilà, je contribue, tu vois, genre vraiment, c'est plus genre je me lève et je regarde juste, tu vois, mais voilà, je prends la couche, je change le petit quand je peux, et c'est surtout les week-ends, tu vois, je l'aide pour faire le bain, tu vois, du petit, etc., etc. Et c'est vrai que ces moments-là, quand tu deviens parent, t'apprends aussi à les chérir. Parce que c'est vrai que quand tu deviens parent, tu deviens gaga, hein. Tu sais, quand t'as un enfant, t'es là,
tout le temps à le filmer, t'es là. Tu vois, toi-même, tu commences à essayer de parler son langage, tu vois. Mais ça te change, ouais. Sur cet aspect, c'est vrai que ça te change. Justement aussi, moi, je trouve que enfin, ce côté papa qu'on a aujourd'hui, tu sais, c'est pas un modèle. Enfin, personnellement, et je pense pour la plupart des familles malgaches, la présence du père, comme tu me parles là, je pense que c'est pas très répandu. Mais par rapport à notre génération, je pense, avec l'influence des réseaux, tout ça, de la culture occidentale aussi, c'est venu aussi d'être comme ça, un papa présent, pas juste être là, laisser l'enfant à la mère et tout ça. Et je pense que ça, c'est franchement très bien parce que ça... moi, j'entends beaucoup parler de ça sur les réseaux, comment ça s'appelle, la pression, pression mentale ou la charge mentale. La charge mentale. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un vrai truc, hein. C'est qu'à partir du moment où quand tu vois et tu prends pleinement conscience que maintenant t'es papa, tu te dis, gars, tu peux plus déconner là. Voilà. Là, faut que t'assures, tu vois. Faut que t'assures au moins un minimum parce que là, le petit, sans toi, sans toi et la maman, tu peux rien faire, tu vois. Il va pas aller taffer, il va pas se nourrir tout seul. Là, il dépend de toi. Il dépend de toi. Totalement. Il dépend de toi, donc c'est ça. Donc je pense que chacun effectivement a son expérience vis-à-vis de la parenté. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que on s'est dit avec ma femme, voilà, c'est le petit, maintenant c'est la priorité. Je veux dire, moi, tu vois, je lui ai dit un peu avant les fêtes de Noël à Johanna, ma femme du coup, tu sais, j'ai grave envie d'acheter une PS5, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la base, bon voilà, j'aime bien les jeux vidéo, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais ça a toujours été un kiff, tu vois, c'est peut-être l'enfant en moi, tu vois. Et après, tu te dis, bon, là, donc il y a les fêtes qui arrivent, peut-être il va acheter une PS5, mais bon, il faut acheter donc le cadeau du petit, c'est son premier Noël, t'as envie de faire les choses bien, tout ça. Ouais, bon, c'est quoi, vas-y, laisse tomber la console, de toute façon, je vais y jouer 2 heures par mois, là, bon, au pire, c'est pas trop grave. Et en fait, ça te refait penser aussi, en fait, tes priorités. Du coup, alors, finalement, comment est-ce que tu vois l'avenir de Storytown Podcast? Quel est ton rêve ou ton objectif le plus fou pour ton entreprise, ton émission? Et quel impact est-ce que tu penses que ça serait le plus grandiose pour Madagascar? Où est-ce que tu aimerais que ça t'emmène, toi? Déjà, j'ai clairement envie... En fait, quand tu crées du contenu, on va dire, qui est relativement sérieux, c'est que je pense que ça prend un peu plus de temps à faire grandir ta communauté parce que les gens, c'est vrai, vont beaucoup sur le réseau pour se divertir. Et toi, tu viens avec tes deep talk et tout ça, tu vois. Bon, c'est un peu plus difficile, on va dire, de faire de devenir viral, des trucs comme ça, tu vois. Donc, premier objectif, déjà, c'est vraiment faire grandir la communauté. Mais tout simplement parce que moi, au-delà de la petite anecdote sur le fait que je voulais faire grandir mon réseau, c'était vraiment de vouloir impacter les jeunes. C'est le mantra du podcast, c'est inspirer et encourager les jeunes à s'accomplir dans la vie. C'est vraiment ça. Et ça changera pas. Là où peut-être cette année, en tout cas pour 2025, parce que bon, c'est vrai que j'ai envie de me projeter sur 5 ans, mais en tout cas déjà sur 2025, c'est pour le 100e épisode, pour les épisodes à venir, j'arrive à avoir le type de profil que je cherche, je serais hyper content. Par exemple, j'ai fait un post sur LinkedIn et je demandais aux gens qu'est-ce que vous souhaiteriez voir. Bon, évidemment, les gens ils identifient des personnes, etc. Mais il y a eu quelques commentaires qui m'ont touché, qui m'ont marqué, parce qu'en fait, certains des auditeurs en fait demandaient à ce que on puisse avoir comme invité des personnes qui, on va dire, en tout cas jusqu'à présent, pas participé à Storytown. Pareil, je prends un exemple très concret. Ce serait par exemple une enseignante ou un enseignant dans une école et qui est en contact avec des enfants qui viennent de familles défavorisées. Ce serait par exemple des sages-femmes. Par exemple, aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, c'est notamment aussi grâce par exemple à je sais pas, ça peut être des enseignants ou même un profil un peu plus atypique que moi cherchais, c'est j'aimerais bien avoir un hacker par exemple, tu vois. Tu sais, les gars qui font du hacking par exemple, tu vois, et tout. Bon, très difficile à avoir, honnêtement. Bien sûr, puisqu'ils sont un peu dans... Ouais, c'est ça, exactement. Et même, j'ai beau dire, ok, t'inquiète,
on va trouver un moyen pour pas qu'on voit le visage, on va modifier la voix. Je comprends la résistance. Oui. Après, c'est vrai que sur les gros profils, bon, moi, par exemple, hein, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai déjà, j'essaie de rentrer en contact sur LinkedIn avec 2 très grands patrons d'entreprise ici à Mada, tu vois. Il y en a un est dans le secteur des communications, il y en a un autre, il est plus dans le textile et on va dire aussi tout ce qui est les mets, enfin, donc, on va dire, entre guillemets, alimentation de luxe. Bon, où j'ai eu des vues, tu vois. Et bon, bah, comme j'ai dit, hein, moi je perds pas espoir, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Mais franchement, si je peux avoir aussi ces grands profils-là qui aujourd'hui font la fierté de Mada, et d'autres profils, bon, par exemple, quand je t'avais dit, il y avait un podcast aux States, il avait réussi à avoir Michelle Obama, tu vois. Moi aussi, bah, j'aimerais bien un jour, tu vois, qu'on puisse avoir voilà, ce type de personnalité aussi, tu vois, dans le podcast. Du coup, c'est quoi, genre, ton plus grand rêve? Est-ce que ce serait plus en termes d'invités, comme tu dis, en termes d'expansion? Ouais. Non, franchement, je prioriserais d'abord vraiment la communauté. Genre vraiment, à choisir entre avoir, par exemple, 500 000 abonnés sur YouTube, parce qu'on va dire que c'est la plateforme de prédilection, enfin celle qu'en tout cas sur laquelle on essaie vraiment de monter, et avoir, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe qui, par exemple... Ouais, mais tu vois, maintenant que je suis en train de le dire à haute voix, tu vois, je veux dire, par exemple, et avoir, par exemple, Elon Musk comme invité. Bon, j'avoue que finalement, je suis quand même en train de réfléchir. Justement, puisque ça t'amènerait plus que 500 000 abonnés, tu vois. Ouais. Bon, c'est quoi, si on peut avoir le beurre et l'argent du beurre pour ce coup-là, on dit pas non. Bien sûr. Non, franchement, on te souhaite, en tout cas. Ouais, merci, voilà. Merci. Et voilà, je pense que c'est sur cette note positive, je pense qu'on va mettre un terme à cette interview. C'était un plaisir de t'accueillir chez toi dans ton émission. Merci à toi, franchement. Merci, c'était Ismaël. Et restez branchés du coup sur Storytown pour les nouveaux épisodes. Moi, je vous dis à très bientôt. Et Axel, je te laisse le mot de la fin pour les spectateurs, les auditeurs. Yes. Bah écoute, Ismaël, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et ben, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, qui nous découvrent au travers de cette émission, où franchement, gardez espoir, restez positif. C'est grâce à l'adversité qu'on arrive à grandir en tant que personne. Donc peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, gardez la tête haute et continuez à croire en vous. Voilà. Nickel. Bah écoute, voilà. À la prochaine.